Il y a un phénomène étrange qu'on commence à remarquer en vieillissant. Certaines personnes disparaissent lentement. Pas de façon tragique, pas parce qu'elles ont échoué, pas parce que la vie les a complètement détruites. Elles deviennent simplement plus difficiles à retrouver. Peut-être que vous pensez à quelqu'un en faisant défiler votre téléphone tard le soir. Un ancien ami, un ancien camarade de classe, un collègue qui semblait toujours avoir 10 longueurs d'avance sur les autres. Le genre de personne capable de comprendre les gens presque immédiatement. Le genre de personne qui remarquait les problèmes bien avant tout le monde. Le genre de personne qui rendait les conversations ordinaires étonnamment profondes. Puis un jour, cette personne s'est discrètement éloignée. Plus de publications constantes sur les réseaux sociaux. Plus de besoin de construire une image. Plus d'opinions sans fin sur Internet. Plus de besoin désespéré de rester visible. Vous cherchez son nom et vous ne trouvez presque rien. Et le plus étrange, c'est qu'elle ne semblait pas malheureuse. Elle s'est simplement retirée. Alors, que s'est-il passé? A-t-elle perdu son ambition? A-t-elle cessé de se soucier des choses? Ou a-t-elle compris quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais? Parce que si vous regardez attentivement, ce phénomène apparaît partout. Certaines personnes très intelligentes commencent leur vie très impliquées dans le monde autour d'elles. À l'école, elles se démarquent souvent. Dans la vingtaine, elles travaillent dur. Elles poursuivent des objectifs, la reconnaissance, la réussite. Mais quelque part en chemin, quelque chose change. Leur motivation ne disparaît pas. Elles changent simplement de direction. Au lieu de chercher l'attention, elles commencent à chercher la compréhension. L'énergie qui servait autrefois à la compétition se tourne vers l'intérieur, vers des projets silencieux, vers l'étude personnelle, vers la construction d'une vie qui a du sens pour elles, même si les autres ne la comprennent pas totalement. Pour les autres, cela peut sembler étrange. On dirait presque un retrait du monde. Mais l'histoire suggère qu'il se passe parfois quelque chose de plus profond. Isaac Newton a développé certaines de ses idées les plus importantes pendant de longues périodes d'isolement, loin de la vie publique. Henry David Thoreau a quitté la société agitée pour vivre plusieurs années près de l'étang de Walden, afin de penser plus clairement, loin des distractions permanentes. De nombreux écrivains, artistes et philosophes se sont lentement éloignés de l'attention publique au cours de l'histoire. Non pas parce qu'ils n'avaient plus rien à offrir, mais parce qu'ils étaient devenus moins intéressés par le fait de se mettre en scène pour le monde. Et c'est là que la psychologie devient intéressante. Carl Jung pensait que la plupart des gens vivent selon des schémas qu'ils n'examinent jamais consciemment. Selon Jung, la société remet discrètement un scénario aux individus dès leur naissance. À quoi le succès doit ressembler? Quel mode de vie mérite le respect? Quels objectifs comptent réellement? Quelles peurs sont acceptables? Quels rêves valent la peine d'être poursuivis? Avec le temps, ces idées deviennent si normales que les gens cessent complètement de les remettre en question. Ils commencent à confondre le conditionnement social avec leur propre identité. Mais certaines personnes finissent par remarquer ce scénario. Généralement, des personnes très conscientes d'elles-mêmes. Des personnes qui réfléchissent profondément. Des personnes qui remettent constamment les choses en question, au lieu d'accepter automatiquement ce qu'on leur donne. À un certain moment, ces personnes commencent à voir à quel point la vie moderne est guidée par l'imitation. Combien d'opinions viennent simplement du groupe? Combien d'ambitions sont en réalité des peurs déguisées? À quel point le comportement humain tourne autour du besoin d'approbation? Et une fois qu'une personne voit vraiment cela, il devient difficile de retourner à une vie inconsciente. Jung appelait ce processus l'individuation. Le processus qui consiste à devenir une personne réellement unique, au lieu de devenir simplement ce que la société attendait de vous. Mais il y a un problème. La société dépend de la prévisibilité. Elle récompense les personnes qui s'intègrent facilement dans des rôles familiers. Suivre le bon calendrier. Rester agréable. Faire ce qui semble logique pour tout le monde. Et lorsqu'une personne commence à sortir de ses attentes, la réaction est souvent discrète, mais bien réelle. On la qualifie de difficile.
trop intense, trop silencieuse, trop sérieuse, trop différente. Pas forcément parce qu'elle a tort, mais parce que les personnes indépendantes mettent mal à l'aise les systèmes construits sur le conformisme. Avec le temps, beaucoup de personnes intelligentes commencent à comprendre quelque chose d'important. Participer constamment à la compétition sociale a un prix. Le réseautage sans fin. La pression de devoir performer. Le besoin permanent de prouver sa valeur. Le cycle épuisant de la comparaison. Et finalement, certaines personnes regardent tout cela et décident silencieusement. La récompense ne vaut plus toute cette énergie. Alors, elles cessent progressivement de participer de la même manière. Non pas parce qu'elles ont abandonné la vie, mais parce qu'elles sont devenues plus sélectives quant à l'endroit où elles dirigent leur attention. Et vu de l'extérieur, cela ressemble souvent à une disparition. Mais peut-être que ce n'est pas une disparition du tout. Peut-être que c'est simplement la première fois de leur vie qu'elles arrêtent de vivre pour la foule et commencent enfin à vivre pour elles-mêmes. L'un des aspects les plus épuisants du fait d'être très intelligent est quelque chose dont les gens parlent presque jamais directement. C'est le sentiment de devoir constamment se réduire pour pouvoir s'intégrer dans des conversations ordinaires. Non pas parce qu'on en a envie, mais parce qu'après un certain temps, cela semble nécessaire. Certaines personnes réfléchissent naturellement en plusieurs couches. Leur esprit remarque automatiquement les schémas, les intentions cachées, les conséquences futures, les contradictions. Elles n'entendent pas seulement ce que quelqu'un dit. Elles remarquent aussi ce qui manque. Ce qui est sous-entendu. Ce qui risque probablement de se produire ensuite. Et le problème, c'est que la plupart des conversations quotidiennes ne sont pas faites pour ce niveau de réflexion. Alors, les personnes très intelligentes dépensent souvent énormément d'énergie à se traduire elles-mêmes. Elles simplifient des idées qui sont en réalité complexes. Elles cachent leurs doutes parce que les gens confondent souvent la nuance avec de la confusion. Elles évitent de poser des questions plus profondes parce que cela change l'ambiance de la pièce. Parfois, elles expliquent les choses de la manière la plus simple possible et se sentent quand même incomprises. D'autres fois, elles restent silencieuses parce qu'expliquer toutes leurs pensées demanderait trop de temps. Et après des années à vivre ainsi, quelque chose d'étrange commence à se produire. Elles cessent de se sentir mentalement stimulées par la plupart des interactions sociales. Non pas parce qu'elles détestent les gens, mais parce que réduire constamment ses pensées devient épuisant. Imaginez d'avoir une conversation où vous devez toujours vous modifier en temps réel. Supprimer des détails, adoucir des observations, faire semblant de ne pas remarquer certaines choses. Le faire une fois est facile. Le faire tous les jours finit lentement par vider les gens de leur énergie. Carl Jung pensait que chaque personne développe un masque social, une version d'elle-même, conçue pour fonctionner facilement dans la société. Pour beaucoup de gens, ce masque semble assez naturel. Mais pour une personne dont l'esprit fonctionne très différemment de celui des autres, l'écart devient beaucoup plus grand. Et avec le temps, cette performance commence à devenir lourde. On voit cela très souvent dans le monde du travail. Une personne remarque immédiatement les failles importantes d'un projet. Non pas parce qu'elle se croit supérieure, mais simplement parce que son cerveau analyse rapidement les schémas. Cependant, l'expérience lui apprend quelque chose de désagréable. La dernière fois qu'elle a signalé les problèmes trop tôt, les autres se sont sentis attaqués. On l'a qualifiée de négative, trop analytique, trop intense, pas assez collaborative. Alors maintenant, elle reste silencieuse. Et elle regarde quand même le projet avancer. Puis, quelques mois plus tard, tout s'effondre exactement de la manière qu'elles avaient prévu. Et personne ne se souvient qu'elles l'avaient vu venir. Ce genre de moment affecte les gens bien plus profondément que ce que les autres imaginent. Parce qu'après avoir vécu cela encore et encore, les personnes intelligentes commencent à se sentir déconnectées de l'image d'elles-mêmes qu'elles montrent au public. Elles réalisent qu'elles sont davantage récompensées pour être agréables que pour être honnêtes. Davantage récompensées pour être simples que pour être précises. Alors, avec le temps, beaucoup d'entre elles
commencent à retirer leur énergie de cette performance sociale permanente. Elles deviennent plus silencieuses, plus privées, plus difficiles à atteindre. Non pas parce qu'elles ont cessé de se soucier de la vie, mais parce qu'elles se fatiguent de devoir constamment s'adapter à des environnements qui récompensent la pensée superficielle. À la place, elles investissent leur énergie ailleurs, dans l'apprentissage, dans la création, dans la lecture, dans des projets personnels, dans une vie plus petite, mais plus significative. Et il existe une autre vérité inconfortable, que la plupart des gens évitent de discuter. Les personnes très intelligentes mettent souvent les autres mal à l'aise sans même le vouloir. Non pas parce qu'elles sont arrogantes, non pas parce qu'elles cherchent l'attention. Parfois, leur manière naturelle de penser révèle simplement des choses que les autres préfèrent ne pas examiner. Pensez-y de cette façon. Rencontrer quelqu'un de plus riche que soi peut provoquer de l'envie. Rencontrer quelqu'un de plus fort peut provoquer de l'admiration. Mais rencontrer quelqu'un qui réfléchit très clairement peut provoquer quelque chose de plus profond. Parce que l'intelligence touche directement à l'identité. Quand quelqu'un pose des questions auxquelles vous ne savez pas répondre, quand il remarque des contradictions que vous n'aviez pas vues, quand il détecte immédiatement une logique fragile, cela peut sembler étrangement personnel, même si cette personne n'avait jamais l'intention de vous faire sentir ainsi. Alors, au lieu de réagir avec curiosité, beaucoup de gens réagissent par le rejet. Ils disent « il réfléchit trop ». Ce n'est pas quelqu'un de pratique. Il complique tout. Il pense beaucoup trop. Mais très souvent, ces réactions sont défensives. Jung pensait que les gens projettent parfois leur propre inconfort sur les autres. Au lieu d'admettre qu'une personne remet en question leur manière de penser, ils se convainquent que le problème vient de cette personne intelligente. Et la partie difficile, c'est celle-ci. La personne intelligente n'essaie même pas forcément de se démarquer. Elle existe simplement naturellement. Mais dans certains environnements, même une intelligence discrète peut sembler menaçante. Avec le temps, beaucoup de personnes très intelligentes remarquent ce schéma encore et encore. Et finalement, elles prennent une décision. Pas toujours consciemment, mais progressivement. Elles cessent de se forcer à rester dans des espaces où elles doivent constamment réduire leur esprit pour rendre les autres plus à l'aise. L'histoire est remplie de personnes intelligentes qui ont été rejetées bien avant d'être respectées. Pas toujours parce qu'elles avaient tort. Parfois simplement parce qu'elles mettaient les autres mal à l'aise. Socrate est l'un des exemples les plus anciens. Il n'a pas été exécuté parce qu'il portait des armes ou voulait déclencher une guerre. Il a été exécuté parce qu'il posait des questions difficiles, des questions qui révélaient une pensée fragile, des questions qui forçaient les gens à examiner des croyances qu'ils préféraient protéger. Et les gens apprécient rarement ce sentiment. Le même schéma se répète encore et encore à travers l'histoire. Alan Turing a contribué à raccourcir la Seconde Guerre mondiale en déchiffrant les codes nazis et en transformant l'informatique moderne pour toujours. Mais plus tard, la même société qui l'avait aidé s'est retournée contre lui. Quand le génie devient difficile à contrôler, l'admiration peut rapidement se transformer en rejet. Dans la vie moderne, ce rejet est généralement plus discret. Personne ne dit ouvertement « ton intelligence me menace ». À la place, cela apparaît de petites manières. Vous parlez pendant une réunion et quelqu'un vous coupe avant même que vous terminiez. Vous expliquez une idée avec soin, puis quelqu'un répète une version plus simple de cette idée et reçoit tout le mérite. On vous dit d'améliorer votre façon de communiquer, ce qui signifie parfois en réalité « s'il te plaît, rends ta manière de penser plus facile à comprendre pour nous ». Vous remarquez que les postes de leadership sont souvent donnés à des personnes qui semblent confiantes, plutôt qu'à celles qui comprennent réellement les problèmes en profondeur. Et finalement, beaucoup de personnes intelligentes réalisent quelque chose de douloureux. Le système ne récompense pas toujours la profondeur. Très souvent, il récompense le confort. Il récompense la clarté plutôt que la vérité, la confiance plutôt que la sagesse, la simplicité plutôt que la précision. Alors, après suffisamment de déceptions,
Certaines personnes cessent discrètement de chercher l'approbation des autres. Non pas parce qu'elles sont paresseuses, mais parce qu'elles ne croient plus que le jeu soit honnête. Il y a quelque chose d'étrange dans la culture moderne. Les gens disent « admirer l'intelligence ». La société célèbre les génies, une fois qu'ils sont morts. On écrit des livres sur eux. On réalise des films sur leur vie. Leurs citations circulent partout sur Internet. Mais dans la vie quotidienne, la pensée réellement indépendante dérange souvent. Les écoles récompensent davantage la mémorisation que la réflexion originale. Les entreprises récompensent davantage la prévisibilité que les questions profondes. Les réseaux sociaux récompensent la vitesse, la certitude et l'émotion. Pas la réflexion attentive, pas la complexité. En ligne, les opinions qui se propagent le plus vite sont généralement les plus simples, courtes, émotionnelles, absolues. Dès que quelqu'un dit « Eh bien, ça dépend », beaucoup de gens perdent immédiatement leur intérêt. Parce que la nuance demande de la patience. Et les systèmes modernes ne sont pas construits autour de la patience. Même les entreprises qui prétendent valoriser l'innovation valorisent souvent seulement une innovation sans danger. Elles veulent de l'amélioration, mais sans remettre la structure elle-même en question. L'employé qui demande « Et si nous étions complètement en train de résoudre le mauvais problème ?» peut rapidement devenir difficile à gérer. Non pas parce qu'il a tort, mais parce que remettre le système en question crée de l'inconfort chez ceux qui en bénéficient. Et finalement, beaucoup de personnes intelligentes quittent ces environnements ou s'en détachent émotionnellement. Puis, des années plus tard, les mêmes organisations dépensent des sommes énormes pour essayer de recréer la créativité qu'elles avaient autrefois ignorée. Il existe un exemple très puissant de cela dans les mathématiques. Grigori Perelman a résolu l'un des problèmes mathématiques les plus difficiles au monde. Après des décennies d'échecs de la part des plus grands esprits, il l'a résolu discrètement. On lui a offert une immense reconnaissance, des récompenses, de l'argent, une attention mondiale, et il a tout refusé. Beaucoup de gens ont pensé qu'il avait perdu la raison, mais peut-être qu'il avait simplement compris quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. La reconnaissance apporte souvent de la pression. Le monde cesse de voir votre travail comme quelque chose de personnel et de profond. Cela devient une performance, un produit, une identité que les autres veulent contrôler. Et certaines personnes préfèrent protéger leur paix intérieure plutôt que devenir célèbres. Carl Jung comprenait cela profondément. En Suisse, il a construit une petite tour de pierre loin de la vie publique agitée. Pas de bruit constant, pas de distraction moderne, seulement le silence, la réflexion, l'écriture et la pensée. Beaucoup de personnes autour de lui pensaient qu'il devenait étrange. Mais Jung décrivait les choses autrement. Il disait que c'était l'un des rares endroits où il pouvait réellement entendre ses propres pensées clairement. Et les idées qu'il a développées pendant ces années de solitude ont changé la psychologie moderne pour toujours. Des concepts comme l'ombre, l'individuation et les archétypes influencent encore aujourd'hui la thérapie, la littérature et la philosophie. Et voici la partie importante. Ce travail a été possible grâce au retrait du monde, et non malgré lui. C'est le paradoxe que beaucoup de gens ne comprennent pas. Parfois, s'éloigner n'est pas un échec. Parfois, c'est une préparation. Pensez au nombre de personnes influentes qui ont passé une grande partie de leur vie dans la solitude. Emily Dickinson a écrit des centaines de poèmes presque entièrement isolés. Durant sa vie, très peu de personnes comprenaient son travail. Aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des plus grandes poètes de l'histoire. Stanley Kubrick évitait les foules, travaillait de manière obsessionnelle en privé et est devenu l'un des réalisateurs les plus respectés de tous les temps. Beaucoup de gens le décrivaient comme difficile, mais les mêmes qualités qui le rendaient difficile à intégrer dans les systèmes ordinaires étaient aussi celles qui rendèrent son travail inoubliable. Ces personnes ne se sont pas retirées du monde parce qu'elles n'avaient rien à offrir. Souvent, ces personnes se sont éloignées parce que la performance sociale constante empêchait le travail plus profond qu'elles avaient besoin de faire. Et peut-être que cela résonne avec quelque chose dans votre propre vie. Peut-être que dernièrement, vous vous sentez moins intéressé par les conversations superficielles.
moins intéressé par le besoin constant de prouver votre valeur. Peut-être que vous appréciez davantage la solitude qu'avant, non pas parce que vous détestez les gens, non pas parce que vous êtes déprimé, mais parce que le silence semble plus apaisant que la performance. Peut-être remarquez-vous que les moments où vous vous sentez le plus vivant sont des moments calmes. Lire, construire quelque chose, apprendre, créer, réfléchir profondément à quelque chose qui a du sens. Et peut-être que les endroits remplis de monde vous semblent maintenant étrangement vides. Si tout cela vous paraît familier, cela ne signifie pas automatiquement que quelque chose ne va pas chez vous. Parfois, le désir de solitude n'est pas un signe d'effondrement émotionnel. Parfois, c'est simplement le signe que votre esprit a besoin de plus d'espace que ce que votre environnement actuel lui permet. Cela ne veut pas dire couper les liens avec tout le monde. Cela ne veut pas dire disparaître complètement. Un retrait sain est différent de l'isolement. Cela signifie protéger suffisamment de calme dans votre vie pour pouvoir entendre vos propres pensées à nouveau, pour penser clairement, pour créer honnêtement, pour vous reconnecter à ce qui compte réellement pour vous. La vraie question n'est pas de savoir si vous devenez plus silencieux. La vraie question est, que faites-vous de ce silence? Est-ce que vous vous cachez simplement de la vie? Ou êtes-vous enfin en train de construire quelque chose de significatif loin du bruit? Parce que l'histoire montre quelque chose de fascinant. Les personnes qui changent le monde ne sont souvent pas les plus bruyantes de leur époque. Très souvent, ce sont des personnes prêtes à passer des années à travailler discrètement pendant que personne ne fait attention à elles. Newton travaillant seul pendant la peste. Thoreau vivant près de l'étang de Walden. Jung écrivant dans sa tour de pierre. Le monde pensait qu'ils avaient disparu. Mais en réalité, ils faisaient le travail que les générations suivantes finiraient par comprendre. Alors, si vous sentez que vous devenez plus silencieux ces derniers temps, peut-être que vous n'êtes pas en train de disparaître du tout. Peut-être que vous êtes enfin en train de créer assez d'espace pour devenir réellement la personne que vous êtes. Et peut-être que le travail le plus important de votre vie a précisément besoin de ce genre de silence.